L'action des ONG en temps de guerre. J'ai même pas les mots en fait. Ouais. C'est difficile. Le niveau de l'horreur imaginable a été dépassé. Aujourd'hui, ce sont les civils qui payent le prix fort de cette guerre. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission Life Talk, le premier talk show du monde associatif présenté par Life ONG. Donc depuis 2009, l'ONG Life agit dans 25 pays autour de 4 volets d'action qui sont la sécurité alimentaire, l'eau, l'assainissement, l'hygiène, l'éducation, la protection de l'environnement. Donc dans ce nouvel épisode, on va traiter d'un sujet en lien avec l'actualité brûlante, l'action des ONG en temps de guerre. Donc, comme nous le savons tous, la situation en Palestine est plus qu'alarmante. Le conflit israélo-palestinien est au cœur des débats de l'actualité. Et dans ce contexte, les ONG ont un rôle primordial. C'est pourquoi nous allons parler de ce sujet aujourd'hui. Donc, depuis plus de 10 ans, l'ONG Life agit activement en Palestine et notamment dans la bande de Gaza. Grâce à nos équipes locales, nous sommes actuellement en action pour apporter un soutien essentiel à la population civile de Gaza. Dans cet esprit de solidarité, nous avons lancé une collecte de fonds en ligne et nous vous invitons à nous rejoindre dans cette mission humanitaire. Donc, chaque contribution, quelle qu'en soit la taille, est primordiale. C'est vraiment très grave ce qui se passe. Bon, d'abord, nous allons faire un petit tour de table. Bonjour à tous. Bonjour. On va commencer par les femmes. Nous avons notre psychothérapeute, Aziza. Comment tu vas ? Bonjour à tous, ça va très bien, merci. Je suis ravie d'être parmi vous. Donc, je suis Aziza Hatif, thérapeute spécialiste en victimologie et mémoire traumatique. Et aujourd'hui, je suis ravie et honorée d'être invitée pour expliquer à nos spectateurs l'impact de la guerre sur le cerveau et comment on traite la mémoire traumatique. Ok. Nous avons Saïd également, membre actif entrepreneur et membre actif de l'association Life. Je suis ravi d'être ici, merci pour votre invitation. Et ça va me permettre aussi peut-être de poser des questions et répondre à des questions que ma communauté me pose régulièrement, parce que j'ai une communauté de donateurs. Donc voilà, ravi d'être ici, malgré la situation actuelle et le sujet qu'on va traiter. Merci Saïd. Je t'en prie. Yovan, comment vas-tu ? Écoute, très bien, et toi ? Très bien. Bonjour à tous, pareil, ravi d'être ici aujourd'hui. Moi, je m'appelle Yovan, je suis fondateur des plateformes Délivrer et Dédrest, qui sont 2 plateformes qui viennent en aide aux étudiants en situation de précarité. Je suis juriste de formation et en parallèle, je fais du contenu également sur les réseaux sociaux. Et je suis content d'être là pour pouvoir justement parler d'un sujet qui, je pense, nous préoccupe tous actuellement et aborder des questions qui sont relativement importantes et permettre aussi d'éclaircir certains points qui, aujourd'hui, sont assez clivants et donc on va pouvoir aborder aujourd'hui. Et Tarek, le grand Manitou de Life ONG, merci de nous honorer de ta présence. Merci Siam. En effet, moi je suis un des cofondateurs de l'ONG Life et aujourd'hui le président depuis septembre 2022. Et aujourd'hui, je mène avec toute mon équipe, en tout cas à travers 25 pays dans le monde, plusieurs actions humanitaires, dont entre autres l'aide à la population civile actuellement à Gaza. Gaza, là où on intervient déjà depuis plus d'une dizaine d'années, on intervient à Gaza, en Cisjordanie, sur Naplouse, et on est présent actuellement en ce moment pendant le conflit qui oppose en tout cas l'armée israélienne au Hamas. Voilà. Donc on va faire un petit tour de table déjà avec l'actualité brûlante du moment. Comment est-ce que vous vous sentez et en quoi ça vous affecte personnellement ? On va commencer par Yovan. En vrai, je sais même pas si on peut poser des mots sur ça, parce que c'est un des sujets qu'on va aborder après, mais le fait de voir ces images-là, en fait, c'est traumatisant, parce qu'on vit dans un pays où il y a la paix, donc on n'est pas forcément conscient aussi de ce qui se passe à l'étranger. Aujourd'hui, on a une ouverture avec les réseaux sociaux qui n'existait pas forcément avant, et moi, quand je vois ces images, forcément, c'est compliqué en fait même de poursuivre son quotidien en se disant que à l'autre bout, mais même pas à l'autre bout du monde, à quelques centaines de kilomètres, en fait, il se passe ça. Donc vraiment, j'ai même pas les mots en fait. C'est difficile. Quelqu'un ? Moi, ça a été l'abattement. L'abattement ? Oui.
Pourtant, c'est quand même ma spécialité d'entendre des choses très difficiles. Mais le niveau de l'horreur imaginable a été dépassé. Ouais. Donc, même si on me voit sourire ou avoir un certain quotidien, intérieurement, il y a un abattement. Ouais. Donc, ma ressource aujourd'hui, elle est dans les prières. Et dans les moments d'amour ou d'échange que je peux avoir avec des gens de confiance. Mais sinon, l'abattement, ouais. Bah moi, je vais dire que j'ai été assez choqué de la façon dont les médias ont traité ce sujet-là. En fait, parce que c'est un sujet qui est grave, c'est des gens qui sont massacrés, des civils. Les images parlent d'elles-mêmes, mais c'est pas tant ça qui m'a choqué, parce qu'aujourd'hui on vit une histoire où il y a des guerres tout le temps. On voit des images chocs assez régulièrement. Bien sûr, ça m'affecte, mais ce qui m'affecte le plus, c'est de voir que l'humanité n'est pas capable de se réunir pour pouvoir justement dénoncer ça, arrêter un tel massacre. Donc moi, c'est plus ça qui m'a un peu plus que frustré. Ouais. Ça fait perdre confiance en l'humanité. Quand les plus hautes instances mondiales disent on fait pause, je veux dire, il n'y a pas d'autres outils, il n'y a pas d'autres... Ouais. Donc voilà, on se sent un petit peu impuissant, et c'est pour ça aussi que je suis là aujourd'hui. Si on peut essayer de trouver des moyens de faire bouger les choses dans le bon sens, à notre niveau, c'est déjà une belle contribution. Tarek, c'est assez inédit de cette situation pour toi? Écoute, c'est en effet inédit par ce qui est en train de se passer sur le terrain. Moi, c'est chaque jour entre on a le fil de l'actualité, on a les chaînes d'infos, mais moi j'ai les canaux WhatsApp avec nos partenaires locaux sur le terrain, donc je suis en direct. Immédiatement, dès qu'il se passe quelque chose, dès qu'on a des images, je les reçois immédiatement. C'est des images insoutenables. C'est plusieurs fois les armes aux yeux qui deviennent. Des fois, je suis obligé d'arrêter parce que je peux pas. Je dois regarder parce que je dois être témoin et parce que je suis dans l'action actuellement pour comprendre. Et ça nous pousse à agir encore plus. Mais en même temps, c'est tellement insoutenable. Ce qu'il faut se dire, c'est que là aujourd'hui, la situation inédite dans laquelle on est, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, moi, j'ai plus de 10 ans d'humanitaire derrière moi. J'ai fait les tremblements de terre, j'ai fait des catastrophes naturelles, j'ai fait etc. Ouais. Une catastrophe naturelle, c'est à un moment donné, il y a quelque chose qui se passe. Et après, ça s'arrête. Et ça s'arrête. Et on passe à l'action pour pouvoir agir et aider le maximum de personnes. Là, il y a des choses dont on ne parle pas et qu'on n'a pas, dont on ne prend pas conscience. Même si notre vie aujourd'hui, elle est plus la même, ma vie n'est plus la même. Aujourd'hui, je peux pas avoir une journée type comme je l'avais il y a quelques semaines. Pourtant, je reviens du séisme au Maroc, où j'ai vu des orphelins, où j'ai vu des scènes catastrophiques de villages détruits, on dirait des bombardements. Et ben, j'ai l'impression d'avoir vécu ce moment-là comme si c'était un moment qui m'avait préparé à vivre ce qu'on est en train de voir aujourd'hui au Moyen-Orient. Et pourtant, eh bien, malgré que j'ai vu ça, je suis pas préparé, parce que quand je vois ça, je me projette. Mais il y a autre chose. C'est qu'aujourd'hui, là, on est dans notre confort. Oui, on essaye d'agir, mais ces gens-là qui sont actuellement pris entre les bombardements, les incendies, etc. Ces gens-là, il faut savoir que ça fait un mois qu'aujourd'hui, ces civils, destruction, bruit des bombardements, l'odeur l'odeur du cramé, la poussière, etc. Le manque d'accès en fait, à tout aussi, en fait. Pas de nourriture, pas d'eau, pas de nourriture, phosphore. Parce qu'on l'entend, pas de nourriture, pas d'eau, etc. Mais ce qu'on n'entend pas, c'est aussi qu'ils sont dans une situation où c'est de la poussière, c'est de l'odeur du soufre, du phosphore, etc. Et ça, c'est insoutenable de savoir que aujourd'hui, les populations civiles, ce sont elles les premières aujourd'hui qui sont sur le front et qui sont les premières victimes de toutes ces guerres qu'on a dans le monde. Donc voilà, alors aujourd'hui, on va parler du rôle des ONG en temps de guerre. Donc les ONG sont souvent confrontées à des défis majeurs pour venir en aide aux populations touchées par ces conflits. Donc nous allons discuter des barrières qui entravent cet accès et des conséquences pour les populations en détresse. Donc quels sont les principaux défis auxquels les ONG sont confrontées lorsqu'elles sont en zone de guerre en termes d'accès aux populations affectées? Alors, en tout cas, pour les ONG qui interviennent en zone de guerre, le premier défi, c'est qu'il faut être présent dans ces pays-là avant même que la guerre n'éclate. C'est ce qui facilite et c'est ce qui permet cette agilité d'agir immédiatement. Quand il y a eu le séisme au Maroc, on était présent au Maroc. Donc, on a pu agir immédiatement au lendemain du séisme. Là, pour Gaza
et pour ce qui se passe actuellement au Moyen-Orient, en fait, nous, ça fait 10 ans qu'on agit au Moyen-Orient. Ça fait 10 ans qu'on est sur la bande de Gaza, en Cisjordanie. Donc, ça veut dire que très rapidement, dès que le blocus a été mis en place et que la guerre a commencé, en fait, on avait des partenaires locaux des équipes sur lesquelles on s'appuie, et on a pu immédiatement lancer ces actions. Là, en Palestine, quels sont les défis auxquels vous devez faire face actuellement en Palestine? Donc, le couloir humanitaire. Aujourd'hui, il n'y a pas de couloir humanitaire. Oui, ça veut dire. Excuse-moi. Ouais. C'est vrai, il faut. Enfin, je voudrais juste rebondir sur quelque chose qu'il a dit avant, qui est super important. Parce qu'aujourd'hui, en fait, il y a aussi quelque chose qu'on ne voit pas forcément, mais qui est important, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui profitent aussi de la situation qu'il y a en Palestine pour créer des ONG, collecter des sous, etc. Et quand l'argent arrive sur leur compte, alors même si c'est au début motivé par l'action humanitaire, quand ça arrive sur leur compte, ils se disent peut-être que tu vois cet argent. Donc l'idée, en fait, c'est vraiment de garder à l'esprit aussi que le donateur doit choisir des ONG qui ont des gens sur place, qui ont une expérience sur le terrain, parce que c'est pas tout donné. C'est après il faut acheminer en fait le don sur place. Donc je voulais juste rebondir sur ça parce que merci Saïd, c'est super important ce que tu viens de dire, parce que si aujourd'hui Life on a pris la décision d'ouvrir une cagnotte, c'est qu'on peut acheminer l'aide sur place sur le terrain. Et nous, on a les moyens, en tout cas, de pouvoir agir sur le terrain. Mais dans le passé, il y a des ONG qui ont collecté des centaines de milliers d'euros alors qu'ils ne pouvaient pas rentrer sur Gaza. Et ça, c'est un vrai problème. Ouais. Et comment, après, justement, c'était la question que Aziza me posait tout à l'heure, comment vous faites dès que vous recevez les fonds pour pouvoir faire des distributions, surtout là, les défis auxquels vous devez faire face en ce moment en Palestine? Écoute, sur la partie, quand on est en zone, je parle de l'urgence. Oui. Quand on est sur des opérations d'urgence, où là on doit intervenir immédiatement du jour au lendemain avec une agilité assez rapide. En fait, la première règle, c'est d'avoir des partenaires locaux. Ces partenaires locaux, ils ont une capacité de trésorerie à pouvoir avancer les fonds. Deuxième chose, c'est que sur Gaza, en l'occurrence, Gaza, oui, ils sont en manque de tout, mais il y avait un stock sur Gaza. Ça veut dire que les premières semaines sur lesquelles on a pu compter sur notre propre distribution de denrées alimentaires, de repas chauds, de matériel médical, etc., on vivait sur les stocks qui étaient disponibles sur Gaza. Et c'est ça qui est aujourd'hui. Est-ce qu'ils ont ouvert les couloirs humanitaires? Aujourd'hui, il y a des couloirs humanitaires qui ont été ouverts là, depuis une semaine, mais qui restent encore très très faibles. Quand on voit que l'essentiel de ce dont les hôpitaux ont besoin, ce dont les blessés, les personnes ont besoin, ces choses-là ne rentrent pas en quantité suffisante sur Gaza. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est révoltant de voir que même ces règles ne sont pas respectées, et qu'aujourd'hui, eh bien, ils sont obligés en tout cas, quand je te parle de la bande de Gaza aujourd'hui, ils sont obligés de travailler des fois avec une lampe torche. Ils sont obligés d'opérer des personnes sans anesthésie générale. Il n'y a pas d'antidouleur qui est distribué, etc. Après, moi, ce qui me surprend un petit peu, c'est qu'on compte encore sur les couloirs humanitaires. On est en période de guerre. Je veux dire, à un moment donné, on achemine comme on peut. Des fois, ça va être par le biais de civils. Des fois, ça va être par le biais... Enfin, je sais pas comment ça se passe réellement sur le terrain, mais je veux dire, faut plus compter sur comment dire, toutes les... On a dit que les règles tout à l'heure de la guerre n'étaient pas respectées. Moi, ça me rend même fou de savoir qu'il y a des règles dans la guerre. Parce que le fait de faire la guerre, c'est déjà une défaite en soi. Tu sais, je veux dire, je suis sûr qu'il y a d'autres moyens pour essayer de s'entendre, parce qu'il y a plus de choses sur lesquelles on s'entend que de choses sur lesquelles on ne s'entend pas. Donc après, oui, c'est vrai que on a bien vu, ni l'ONU, ni toutes les entités qui sont censées justement essayer de faire les arbitres ne fonctionnent pas. Donc pourquoi les couloirs humanitaires fonctionneraient, tu vois? Mais c'est surtout, on ne peut pas demander à ce que ça soit respecté, alors même que les autres principes des personnes ne sont pas respectées. C'est-à-dire qu'il y a une cohérence aussi à ce niveau-là qui doit être faite. Si les couloirs humanitaires ne sont pas bloqués, que légalement, en tout cas du point de vue du droit international, ça se passe comme ça, s'il y a d'autres moyens de faire passer effectivement les denrées, j'ai envie de dire, le but, c'est de sauver des vies avant tout. Ouais, tout à fait. Bien évidemment. Donc on a tous vu les images, les atrocités sur place via les réseaux sociaux. Donc je voulais voir avec Aziza quel est l'impact psychologique que l'on ressent quand on est témoin direct de ces atrocités. Alors, les témoins directs, pour le coup, et c'est malheureux à dire, ils ont l'habitude. Et on a des générations entières, des familles entières qui, depuis 70 ans, ont l'habitude d'être sur... déjà, j'aime pas le mot de prison à ciel ouvert, parce que pour moi, quand on est en prison, c'est qu'on a fait quelque chose de mal.
Et je suis très attachée à la sémantique. Et donc, sur ce qui se passe en particulier, pour moi, ce sont en fait des gens qui sont pris en otage. Ce ne sont pas des prisonniers. Comme un camp de concentration, quoi. Voilà, exactement. Et je suis très attachée à la sémantique aujourd'hui pour ça et pour leur rendre hommage aussi, hein, parce qu'il faut valoriser ces personnes-là. Et donc, il y a une habitude et il y a une résilience. Le peuple palestinien a une résilience permanente. Donc, on voit très peu de gens abattus. Ils sont tellement en mode de survie, ils vivent sur l'adrénaline en permanence. Donc, on les voit tout de suite agir sur les images. Ouais. On les voit tout de suite agir. Ce sont des gens très croyants, donc on les voit tout de suite prier. Ils n'ont pas un moment en fait où ils se relâchent. Et quand ils voient un des leurs se relâcher, moi, ce que j'ai trouvé de formidable dans cette horreur, c'est qu'ils l'empêchent de sombrer dans la folie. C'est vrai, ouais. Donc, ils ont compris des mécanismes en fait psychologiques qui se mettent vite en place. C'est la solidarité, l'entraide et la foi. Et exactement. Et ils ont vu que si on laisse quelqu'un hurler ou rechercher ses enfants sous les décombres pendant des heures seul, il va sombrer dans la folie. Donc bien souvent, on voit en fait les voisins, la famille, etc. secouer, dire prie, on va t'aider, etc. Il y en a jamais un qui va crier ou qui va parler en fait de leur agresseur. J'ai très peu entendu de Palestiniens parler de l'agresseur. Quand il leur arrive des choses comme ça, ils se mettent en solidarité. Donc, il n'y a pas de sidération chez eux. Il n'y en a pas... Et donc, en parallèle avec ce que nous, on ressent, donc derrière son écran, quand on se sent impuissant face à la situation, quel est l'impact psychologique que nous... Alors, il y a un premier impact, c'est en fait de découvrir l'horreur et donc de découvrir ce que l'humanité est capable de faire. D'accord ? Et aussi de se découvrir impuissant, de découvrir ses limites. Donc il y a des gens aussi qui vont être abattus parce qu'ils vont découvrir une nouvelle réalité. Donc ils vont se dire tiens, on m'a caché ça. Parce que pour certaines personnes, ils ont eu le sentiment que ça avait commencé il y a 4 semaines. Et d'un coup, ils découvrent qu'en fait, ça fait 70 ans. Et ils découvrent que tout un peuple vit ça depuis 70 ans. Donc ils sont dans une désillusion totale. Donc, on voit les gens qui connaissent la situation, qui sont déjà abattus, mais ceux qui découvrent la situation, ils ont une désillusion. Ouais. Et donc là, ils sont en plein questionnement. Ouais. Voilà. Donc, un mal-être aussi. De mal-être et paradoxalement, c'est l'humanité qui se réveille. Ouais. Voilà. C'est l'humanité qui se réveille. Qui se questionne aussi. Exactement, qui se questionne et qui se parle. Parce que on voit des divisions, mais on voit aussi beaucoup de ponts qui se créent. De gens qui se parlent, qui s'installent, qui communiquent, qui posent les choses et qui œuvrent pour la paix. Je crois qu'il y a plus de gens qui œuvrent pour la paix quand ils sont sidérés que l'inverse. Bien sûr. Et j'aimerais revenir sur les professionnels de santé qui sont sur place, qui sont des médecins aguerris, des chirurgiens aguerris. Les gens des ONG, ils ont vraiment beaucoup de bouteilles sur des zones de guerre. Et aujourd'hui, on en voit quelques-uns en fait qui ont ce qu'on appelle un syndrome de glissement. On voit petit à petit qui sont de plus en plus amaigris. Ça, c'est parce qu'on leur donne pas à manger, on les empêche de manger, de se laver, etc. Mais chez eux, il y a un abattement là qui est en train de se créer, ça se voit. Et c'est pour ça que les ONG ont un rôle primordial pour aller relayer ces gens-là. Parce que lorsque vous êtes un traumato et que vous opérez un enfant sans anesthésiant, ou que vous faites une césarienne sans pouvoir anesthésier la maman, il y a un moment donné où votre humanité, elle est percutée de plein fouet. Et on voit bien sur leur visage, en fait, qu'ils agissent comme des robots. Ouais. C'est pour ça que c'est important de reparler sur le respect des règles internationales et du droit humanitaire et de la Convention de Genève, etc. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas juste un caprice de dire on veut des couloirs humanitaires ou on veut qu'il y ait des denrées alimentaires qui puissent rentrer, etc. C'est on veut aujourd'hui qu'il y ait aussi des couloirs qui puissent être ouverts pour que les gens puissent se relayer. Moi, je sais, quand j'étais présent sur le séisme au Maroc, j'étais présent le lendemain du séisme. Et en fait, au bout de quelques jours, c'est épuisant d'être Siam, t'étais présente avec nous. C'est épuisant d'être, en fait,
toute la journée pendant 3, 4, 5 jours, de rentrer très tard, d'arriver chez des gens qui n'ont reçu aucune aide, etc. Et à un moment, on a besoin de pouvoir dormir. On a besoin à un moment de pouvoir s'extraire de ça. Ouais. C'est malheureux à dire, pour pouvoir reprendre des forces, pour revenir. Et ben ces médecins-là et ces chirurgiens et ces humanitaires qui sont eux sur le terrain, pour beaucoup d'entre eux, ils n'ont pas eu cette opportunité de pouvoir se mettre en retrait quelque temps juste pour redevenir efficaces. Mais ce qui est, ce qui est important à noter aussi, c'est que sur la Palestine particulièrement, c'est qu'avant ces 4 semaines, ce sont des gens en fait qui vivent en permanence avec des caméras sur eux. Ouais. Donc en permanence, ils sont dans comment dire, la terreur. Ils ne peuvent pas oublier, en alerte permanente. Donc, on parle de là maintenant, de ce qui se passe maintenant dans le vif du sujet. Mais avant, malheureusement, ils vivaient déjà comme ça psychologiquement. C'était une, comment dire, une barbarie psychologique. Donc, qu'est-ce qui n'a pas été respecté dans cette guerre ? C'est vrai que les contours du conflit, aujourd'hui, posent beaucoup de questions sur l'application du droit international. Déjà, dans le droit international, en gros, on a une branche spécifique qui est le droit international humanitaire. Et donc, comme tu le disais, il y a différents textes qui ont été ratifiés, et notamment la 4e Convention de Genève, en 1949, qui pose 4 principes qui vont découler sur des droits et des devoirs et des obligations, des interdictions pardon et des obligations pour les pays qui sont enlisés dans le conflit. Il va poser la différence entre les civils et les combattants. Donc du coup durant le temps de guerre, la proportionnalité dans l'attaque, la précaution dans l'attaque et l'interdiction des mots superflus. Donc en gros l'utilisation d'armes etc. spécifiques qui vont créer des souffrances inutiles. Et donc derrière, on va avoir une interdiction formelle déjà qui est de viser ce qu'on disait les bâtiments civils et sanitaires. Donc tout ce qui est hôpitaux, centres de santé, ambulances etc. On n'a pas le droit de les toucher. Le seul cas exceptionnel, c'est s'ils sont détournés pour d'autres utilisations. Et encore, même là, c'est extrêmement normé. Donc, par exemple, si un hôpital est transformé en centre pour former des militaires qui vont ensuite s'engager contre l'armée adverse, mais en l'occurrence, la plupart des cas qu'on a ici, c'est absolument pas démontré. Donc, c'est une violation. Derrière, on va avoir aussi la question du blocus, parce que le blocus n'est pas formellement interdit. En revanche, il y a des conditions dans la mise en place du blocus. Et notamment, une des règles du blocus, c'est qu'il est interdit d'affamer une population civile. Parce qu'en fait, c'est vu comme une punition collective. Et en fait, le fait d'avoir instauré un blocus et donc de priver toute la population de denrées, etc., c'est totalement illégal du point de vue du droit international. Et ensuite, on va avoir donc deux autres règles qui vont porter sur l'interdiction de refuser l'accès aux couloirs humanitaires. Donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, avec des subtilités donc dans la mise en place, parce que les couloirs humanitaires, en fait, c'est des accords qui sont faits entre États, et donc c'est ça qui va prendre du temps. Et donc même dans la mise en place du couloir, le fait de faire traîner les négociations, etc., c'est quelque chose qui est en soi interdit. Et donc on voit qu'aujourd'hui il y a beaucoup de règles qui sont bafouées, en plus sans compter le fait que sur la proportionnalité dans l'attaque, c'est super important en fait. Aujourd'hui, sous prétexte de vouloir combattre le Hamas, derrière en fait on a des populations civiles qui sont touchées, on a des zones avec des armes extrêmement puissantes et on ne peut pas contrôler en fait à ce niveau. Quand on a des bombardements, on ne peut pas savoir ce que ça touche. Et il y a un principe aussi qui est justement qu'on ne peut pas utiliser des armes avec un rayonnement ultra puissant dans ces zones où on a des civils, parce que derrière on ne peut pas savoir qui ça touche. Et je veux dire, qui régit ces règles-là? Si quelqu'un ne les respecte pas, ça se passe comment? Alors il y a des États en gros qui sont signataires de conventions. En l'occurrence, la Palestine, c'était en 2015, a reconnu la CPI. Et donc, la Palestine peut saisir aujourd'hui la CPI. Et donc, pour qu'il y ait une condamnation d'Israël sur les pratiques utilisées. La CPI, c'est la Cour internationale. Cour internationale, c'est ça. Mais honnêtement, entre nous, qu'est-ce qui risque? Entre nous, déjà, ça prend énormément de temps. La Cour pénale internationale a été créée en 2002 et il y a eu extrêmement peu de condamnations comparé au nombre d'atrocités qui sont faites. En fait, encore une fois, c'est des processus qui sont... il faut déjà qu'on saisisse la Cour pénale internationale, qu'elle décide de se saisir du sujet. Et derrière, en fait, la voix de la Palestine aujourd'hui compte tellement peu que... mais là, il y a énormément de pays là, qui se sont... qui se sont offusqués par rapport au fait que les règles n'ont pas été respectées. L'Irlande a été en premier. Énormément de pays. Et puis, il y a 44 pays qui ont signé pour un cessez-le-feu également. Moi, ce qui m'a choqué, c'est de voir justement là que des pays se sont abstenus et même certains ont voté carrément contre. Sur un cessez-le-feu, quand on voit les atrocités, même moi, j'ai honte de me dire que moi, mon pays natal et même la France se sont abstenus sur ça. Après, en fait, le problème, c'est qu'on rentre dans des considérations politiques qui, encore une fois, pour moi, c'est l'humain qui devrait primer. Avant même toutes les questions
là, c'est un cessez-le-feu. C'est pas représentatif de ce que pense également le peuple. Exactement. Je pense qu'on est tous un peu tiraillés dans cette crise identitaire de savoir que la France est complice de ce qui se passe actuellement dans ce conflit, et nous qui sommes pour un cessez-le-feu et pour la paix, bien évidemment. Donc on va enchaîner, bien sûr. D'ailleurs, Siam, si je pouvais justement compléter, c'est d'ailleurs pour ça, en tout cas, qu'aujourd'hui Life, on fait partie d'un collectif qui s'appelle Coordination Sud, qui regroupe un ensemble d'ONG françaises, et nous sommes co-signataires, en tout cas, d'une demande, en tout cas, d'un communiqué dans lequel, eh bien, on appelle à un cessez-le-feu, on appelle au respect, on appelle le président de la République au respect du droit international, parce qu'aujourd'hui, ce droit-là n'est pas respecté. Aujourd'hui, ce sont les civils qui payent le prix fort de cette guerre, et aujourd'hui, ils n'y sont pour rien. Les enfants, on a très peu parlé des enfants, mais aujourd'hui, il y a un nombre inimaginable d'enfants qui ont été tués, sans parler des centaines et des centaines d'enfants qui, après cette guerre, ou pendant déjà cette guerre, sont aujourd'hui orphelins. Il faudra gérer aussi ce cas-là après. En tout cas, ce communiqué a été co-signé par Life et un ensemble d'ONG. Si je peux rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure pour comment aider concrètement les victimes, je pense que effectivement faire pression sur les gouvernements aujourd'hui, il y a que comme ça que réellement on peut obtenir des résultats, sachant que ce qu'on demande, encore une fois, c'est l'application pure et simple du droit qui est fait qui a été mis en place après la Seconde Guerre mondiale pour protéger les victimes, tout simplement. Donc c'est juste ça, en fait, quand on voit que le président français ou d'autres ne prennent pas leurs responsabilités, on peut le dire, parce que là, clairement, on demande, il y a un État qui bafoue aux yeux et au vu, au su de tous les règles, et on ne dit rien. Il y a très peu. Alors, il y a le président de la commission de l'ONU qui a rappelé Israël à l'ordre, mais sinon, je veux dire, il n'y a pas de prise de parole là-dessus. Et je trouve ça complètement hallucinant. Que juste, en fait, on le sait, quoi. Quand c'est d'autres. J'ai l'impression qu'on a fait un saut quantique. On est dans une autre réalité. Il y a plus rien qui est cohérent. Et en plus, c'est 2 poids 2 mesures, hein, parce que quand c'est d'autres. Moi, je pense qu'effectivement, le boycott, par exemple, c'est une solution qui commence à bien fonctionner, par exemple. Et ça pourrait être quelque chose de l'élargir peut-être aux pays qui justement ne. Donc le boycott des marques qui soutiennent le régime oppresseur. Ouais. Ok. Après, le problème, c'est que c'est dur de boycotter un pays, parce que là, clairement, c'est les pays, surtout, enfin, les gouvernements qui sont pas en mesure d'assumer leurs responsabilités. Mais c'est-à-dire que les citoyens, eux, ils veulent la paix, donc ils vont un boycott, ça ne fait pas couler de sang. Voilà. Donc ils vont agir. Siam nous parlait de comment aider quand on partage des images et qu'ils ont accès à un moment donné à Internet, quand on leur coupe pas. Non, mais ils voient bien en fait ce qu'on fait. Juste. Voilà. Et donc je pense que c'est l'effet colibri. Et qu'à un moment donné, si on leur apporte un peu d'humanité et on leur rend ça les aide. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, avec le boycott, ça fait pas couler du sang, mais ça fait couler beaucoup d'encre. Et aujourd'hui, qu'on soit pour ou contre le boycott, aujourd'hui, à chaque fois, on s'attaque au boycott en disant est-ce qu'on a le droit, est-ce qu'on n'a pas le droit, est-ce que c'est pas dirigé vers un pays, vers une communauté et autres. Et on se détourne en fait de la réalité du boycott. Ça veut dire que quand il y a eu l'apartheid en Afrique du Sud, quand il y a des pays qui se sont offusqués, qui se sont montés contre l'apartheid, au final, ça a eu quand même des résultats. Bien sûr. C'est agir à notre échelle, quoi, avec les armes qu'on a. C'est clair. Alors, les conflits armés posent des menaces pour le personnel humanitaire. On en a parlé précédemment. Il y a déjà eu des décès, malheureusement. Et c'est inédit. Hein. C'est-à-dire que en 13 ans d'humanitaire, moi, je me suis rendu en Somalie, là où on était accompagné de convois armés, etc. En 13 ans d'humanitaire, on n'a jamais perdu un membre de notre équipe sur le terrain. Et là, durant cette guerre-là au Proche-Orient, eh bien, on a 3 personnes, en tout cas, qui sont décédées la semaine dernière. Donc, et vraiment une pensée à toutes les personnes qui sont encore sur le terrain, nos équipes qui agissent au péril de leur vie. Et en tout cas, quand on voit ça, nous, on a la boule au ventre à chaque fois qu'on les envoie sur des opérations. Parce que quand on valide des opérations et on dit valider, c'est bon, vous pouvez les distribuer de la nourriture, valider, vous pouvez les distribuer du carburant, etc. Il y a un moment, on a commencé aussi à faire attention. Comment on dit communiquer sur nos opérations sur le terrain, parce qu'on s'est rendu compte que les convois humanitaires étaient également ciblés pour faire pression sur la population. Oui, et puis il n'y a plus aucune zone de toute façon qui est épargnée. Il n'y a aucune zone qui est safe. Moi, j'étais scandalisée quand d'un coup on disait oui, mais ils ont été bombardés parce qu'ils se sont pas déplacés.
ça passe pas. C'est pas. ça que tout à l'heure, on avait le débat en off sur le crime de génocide, mais ouais, c'est ça. Là, on est clairement, c'est visé en fait. C'est pas, on peut pas se cacher derrière le fait qu'on essaie d'éliminer une population terroriste, ce qui existe, hein, mais derrière là, c'est des civils qui sont visés. Et Tarek, tu parlais de choses inédites. Ouais, c'est un massacre. Je pèse pas mes mots, c'est un massacre qui est en train d'être commis aujourd'hui. Dans les conflits qu'on a pu et les zones de guerre qu'on a pu voir, etc. C'est vraiment un massacre qui est en train actuellement d'être commis. On est pratiquement à 10 000 morts et on peut et oui, on peut jouer sur les chiffres. Est-ce qu'elles sont vraies, elles sont pas vraies, etc. Mais aujourd'hui, il y a quand même des bombes qui s'abattent sur l'ensemble de la bande de Gaza. Il y a des immeubles entiers qui s'effondrent sur la plus forte densité au monde. Donc forcément, ces chiffres-là de 10 000 sont pas incohérents. Donc du coup, comment les ONG gèrent-elles justement le risque d'avoir des blessés ou des décès justement sur place? On le gère pas, Siam. On le gère pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur une scène de guerre comme Gaza, on peut pas les gérer. Ça veut dire que c'est soit on se refuse à agir. Et on se dit on peut pas agir parce qu'on risque de perdre des personnes sur le terrain. Soit on se dit on agit au péril de la vie des humanitaires qui sont sur le terrain. Et aujourd'hui, je crois que quand on est humanitaire dans l'âme et quand on est médecin de guerre et quand on est etc. Eh bien, c'est malheureux à dire. Mais c'est au péril de notre vie. Je pense qu'il y a peut-être aussi une refonte, une évolution à faire dans la formation des gens, même s'il y a beaucoup d'imprévisibilité. Tu peux pas te dire que voilà, t'as un drone au-dessus de toi qui va te. Mais là, je pense qu'il y a une refonte à faire aussi dans la façon de former les gens qui sont sur le terrain, qui n'ont pas forcément conscience des risques ni même l'expérience de la guerre, tu vois. Oui. Donc là, on parle d'une guerre. Donc malheureusement, il y a beaucoup de pays là justement qui sont pour parler. On ne sait pas ce que ça va donner là dans les prochaines semaines. Prions pour la paix, bien sûr. Donc, comment les ONG travaillent-elles pour garantir l'impartialité de leurs actions en temps de guerre et pour éviter d'être perçus comme des partisans dans un conflit? Écoutez, nous, on est une ONG de droit humanitaire. Voilà. Ça veut dire qu'on agit sans distinction de race ni de religion. Ouais. Aujourd'hui, nos actions se placent dans des pays où l'aide humanitaire, il y a un besoin. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, on n'est pas là à prendre parti pour un parti ou pour un autre. C'est qu'on est là où il y a un besoin. Là, aujourd'hui, il y a un besoin en nourriture, il y a un besoin en soins, il y a un besoin, on est sur une scène de guerre. Et en tant qu'humanitaire, en tout cas dans notre mandat et dans notre fonction, on est là où il y a besoin. Donc on est présent en Somalie, on est présent au Liban aux côtés des réfugiés syriens, on est présent dans plusieurs pays. Mais ce qui régit en tout cas nos actions, c'est de se dire on arrive et on intervient dans un pays. Là, on va pouvoir intervenir et apporter l'aide la plus... En fait, aujourd'hui, ce sont les civils qui nous importent. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les civils, ce sont eux qui sont au cœur de ces conflits-là et ce sont elles qui payent le prix fort de ces conflits. Et là, il fait du côté de la vie et du côté des civils. On va passer à la deuxième partie. Est-ce que des images chocs sont-elles nécessaires? On va regarder un micro-trottoir et on va en discuter après. J'essaye de m'en préserver et d'être distant de l'immédiateté médiatique. En tant qu'humain, quand on voit nos frères humains souffrir, on peut qu'avoir une réaction épidermique et se dire « Mon Dieu, quelle horreur !» Pour moi, c'est important quand même de cacher le pire parce qu'il y a potentiellement des enfants qui peuvent tomber dessus et il faut quand même les protéger des atrocités qui sont commises. C'est vrai qu'il y en a qui sont justement qui peuvent nous aider à nous forger un avis sur la question. Mais après, c'est vrai que par moments, ça peut être utilisé à des fins de récupération politique et du coup, ça peut aussi nous induire en erreur sur notre jugement. Par exemple, dans le conflit israélo-palestinien, il y a beaucoup d'images chocs par rapport à ce qui se passe en Israël. De fait, c'est vrai que ça met du coup un peu dans l'ombre tout ce qui s'est passé en Israël au cours, depuis 1948, quoi. En fait, je pense aussi qu'il y a quelque chose de bien avec les réseaux sociaux, c'est que ça permet aussi de montrer vraiment ce qu'on montre pas forcément dans les médias. Par exemple, ce qui se passe à Gaza, tu vois, je pense que sans les réseaux sociaux et si on avait seulement la couverture des médias français, on saurait pas tout ce qui se passe, tu vois. Vrai, ça permet aussi de montrer un peu les crimes de guerre et tout ça et il faut en parler, tu vois. À la fois, je trouve que c'est important de les voir et en même temps pas trop, parce que grâce à ces images, ça nous permet de voir la réalité du monde. Mais derrière, il y a des gens qui vont prendre des positions un petit peu trop radicales et derrière, ça va amener la haine. Mais au moins, on est au courant dans le monde. Moi, je pense que c'est dérangeant pour le jeune public parce que on voit pas forcément de belles choses. Il y a des choses très intéressantes qui se passent. On peut apprendre plein d'histoires ou d'actualités sur le monde entier, mais malheureusement, il y a aussi beaucoup de vidéos, de violences, de nudité, de pornographie aussi sur les réseaux sociaux qu'on peut trouver et qui ne sont pas forcément très bonnes pour les images des jeunes.
Ah, complètement, elles peuvent être traumatisantes. Et puis après, les gens, ils peuvent imaginer un peu tout et n'importe quoi. Ils peuvent complètement extrapoler ce qui se passe. Ça peut aussi leur donner des opinions biaisées parce qu'on sait que certains, ils vont essayer d'utiliser ces images pour manipuler les masses. Oui, c'est vrai. Par exemple, je suis tombée sur des images d'enfants qui se faisaient égorger ou de femmes qui se faisaient violer ou alors juste des hôpitaux qui se faisaient bombarder. Et c'est vrai que ça peut être très choquant, mais après, c'est bien aussi de se faire confronter à la réalité des choses, en fait. Ce sera toujours aux gens de faire un peu la part des choses et de faire bellec à concrètement, ok, qu'est-ce qu'on me raconte, c'est quoi le point de vue et tout ça. Mais là, en l'occurrence, sans ça, mec, on saurait rien de ce qui se passe en interne, tu vois. Après, mettez des trigger warnings, parce que des fois, c'est dur, tu vois. Mais vas-y, les trigger warnings, c'est important, les gars. Des fois, tu te réveilles le matin, tu vois des trucs, c'est chaud de fou, quoi. Je pense que il peut y avoir les deux. Il y a des gens qui doivent publier ces images vraiment pour dénoncer et pour montrer ce qui se passe. Et c'est sûr qu'aussi il y a des personnes qui doivent essayer de manipuler l'opinion pour arranger d'un camp ou de l'autre, quoi. D'un côté, ça peut être interprété comme juste contre-productif parce que de fait, ça peut nous induire en erreur. Mais d'un autre côté, c'est vrai que c'est bien de se retrouver confronté à la réalité et du coup de pouvoir mieux comprendre ce qui se passe en se disant qu'en fait, c'est pas juste des choses qu'on raconte, quoi. C'est vraiment réel. Toujours le nerf de la guerre. À quel point t'as le respect de la personne et à quel point t'as le devoir journalistique pour bosser un peu pour la téloche. Je te cache pas qu'il y a des fois où t'es en mode, les gars, vous voulez pas qu'on demande un peu l'avis des gens avant de les filmer, tu vois. Faudrait, en vrai, il faudrait. Après, là, je pense qu'il y a une urgence. Je reviens encore sur le conflit à Gaza, tu vois, mais il y a une urgence de fou, en fait, à montrer ces images-là. Là, le fait qu'on ait vraiment des gars qui soient là et qui montrent concrètement, ok, les gars, il se passe ça, c'est urgent vraiment d'agir, ça contrebalance, en fait, ce qu'on essaie de nous montrer aussi de ce conflit-là. Et heureusement, on a des gars comme ça, hein, des gars et des meufs. Pour moi, c'est un peu contre-productif parce que souvent, ces infos, on les voit sur X, avant qui s'appelait Twitter. Donc, la manière dont l'info est divulguée, ou soit en masse avec RMC, je trouve que des fois, l'info est pas divulguée de la bonne manière et vraiment pour attiser la haine. Donc, est-il nécessaire d'utiliser des images choquantes pour sensibiliser le public en temps de guerre et de conflit? Alors moi, honnêtement. Alors je veux juste donner ma réponse. Peut-être que vous serez pas tous d'accord. Moi, j'ai une partie de moi en fait qui a toujours refusé à ce que tu mettes une image comme ça sur les réseaux sociaux qui est choquante, parce que de l'autre côté, ça crée une émotion. Et regarde, il y a vraiment il faut prendre conscience d'une chose, c'est que il y a un système qui s'appelle les bulles de filtre sur Internet, l'algorithme. Si je regarde une vidéo qui m'a choqué, ok, je suis partisan, je like ou je partage avec d'autres personnes. L'algorithme comprend que c'est ça qui m'intéresse, donc il me redonne que des images chocs. Si je vois ça en fait toute la journée, donc je finis comment? En dépression, c'est une vraie dépression sévère parce que j'ai alimenté cette émotion au fur et à mesure. Moi, je pense que donc une partie de moi dit il faut pas publier ça. Là, c'est une période un peu particulière. Pourquoi? Parce que les médias font pas leur taf. C'est-à-dire que tu n'as qu'un son de cloche, limite ça en devient risible. Et donc c'est même une responsabilité de publier donc et de montrer ce qui se passe sur le terrain, mais c'est important de garder à l'esprit ce principe de bulle de filtre et puis de proposer en fait une action à mettre en place tout de suite. Ok, vous avez vu ça, contribuez, venez, on fait ça. Je veux dire des actions qui sont mises en place. Parce que si tu laisses la personne comme ça livrer à elle-même, en fait, elle va juste liker sur d'autres publications et finir en dépression. Et c'est ce qui crée justement. Yovan, tu en penses quoi, toi? Je suis plutôt d'accord avec toi, dans le sens où, d'un côté, ça permet d'alarmer aussi, parce que les médias ne font pas leur travail, donc on a qu'une vision des choses. Et en fait, ce qui se passe là-bas, sans ces images, tout à l'heure on le disait, des chiffres, des statistiques, etc., c'est important, mais on se rend pas compte en fait. Parce que on est tellement abreuvé toute la journée de tellement d'informations dans nos vies quotidiennes, sur les réseaux ou autres, que finalement, c'est juste des chiffres parmi tant d'autres. Et tant qu'on voit pas concrètement comment c'est, sachant qu'on vit encore une fois tous dans un pays, on prend pas conscience où on est en pays, de la gravité de la situation. Et ce ne sont pas des chiffres. Et ce ne sont pas, c'est pas que c'est des êtres humains qui avaient des projets, qui avaient une vision, une famille, etc. C'est la preuve concrète de la situation dramatique qui se passe. Donc là, on va parler des médias. Donc la désinformation, la censure de certains médias, vous fait-elle peur ou au contraire, vous pousse-t-elle à partager davantage la réalité du terrain? En fait, moi, c'est pas ce que... Vas-y, Saïd, je sais que tu as beaucoup de choses à dire à ce niveau-là. Non, sur ce sujet, j'ai plein de choses à dire parce que c'est vrai que à travers mon taf, je vois des choses que les gens ne voient pas forcément. Moi, quand je vois, par exemple, le journal télévisé, je sais que c'est calibré, c'est comme une page de vente. Ils ont un message à faire passer et nous, on est là comme ça en train de regarder. Consciemment, tu vas penser que c'est un certain nombre d'informations. Mais en fait, eux, ils ont pas parlé à toi, ils ont parlé à ton subconscient. Moi, j'étais choqué en venant en France, en discutant avec des gens, qu'il y a encore autant de clivages, que les gens disent « oui, mais quand même, c'est un conflit ». Non, ça n'a rien à voir avec un conflit. On précise aussi que la France, c'est ce qui se passe dans les médias en France, est vraiment unique, très polarisé et unique par rapport à ce qui se passe en Belgique, ce qu'on regarde dans les médias en Belgique, ou en Espagne. Moi, j'étais en Algérie, il y avait Canal Algérie, Al Jazeera, on voyait vraiment la réalité du terrain. Là, en l'occurrence, en France, c'est...
c'est très caché, quoi. C'est ça. Ils ont leur sujet de prédilection. Ils préfèrent faire des débats sur des tags dans la ville plutôt que de parler vraiment de l'urgence humanitaire qui est dramatique. Et moi, ce qui me choque le plus, et c'est le dernier point sur lequel je rebondirai, c'est vrai qu'il y a une guerre au Moyen-Orient, il y a un massacre au Moyen-Orient, mais il y a aussi un autre massacre qu'on ne voit pas, il est invisible, c'est le massacre de l'humanité des gens. Parce que quand tu les mets dans des cases, etc., quand tu crées des clivages, les gens oublient en fait la base du conflit. En fait, je suis dans ce camp-là et donc ça me déshumanise d'une certaine façon. Et puis, je perds un petit peu, si vous voulez, au lieu de prendre du recul et de me dire, OK, la situation elle est plus globale, il faut que j'analyse plus. C'est non, je suis dans ce camp-là et donc tout ce qui n'est pas dans ce camp-là est mauvais en soi. Et je trouve que ça crée des clivages. C'est pour ça que c'est devenu c'est un nouveau pouvoir, la diffusion d'images, par rapport à ce qu'on peut voir sur les médias mainstream. C'est un autre pouvoir, je trouve, et que les citoyens ont maintenant ce pouvoir de dire leur vérité, quelle qu'elle soit, après. Parce que dans les autres conflits dans le passé, notamment en Irak ou en Afghanistan, on n'avait pas fortement les images, on n'avait pas de réseaux sociaux, on ne savait pas. On est tous là à demander le cessez-le-feu. Est-ce que c'est de bon augure pour l'humanité? Écoute, aujourd'hui, le cessez-le-feu, il est demandé parce que aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est atroce. C'est-à-dire que c'est de voir des enfants, des civils se faire massacrer de cette manière-là, et de part et d'autre. Et ça nous choquerait que ça soit en Ukraine, en Russie, en Afghanistan, en Syrie ou ailleurs. Ça nous choquerait. Et c'est ça qui est insoutenable aujourd'hui. C'est de se dire, là, ce qui est inédit dans cette guerre, c'est que aujourd'hui, c'est le droit qui est pas respecté. Et tout à l'heure, on parlait des images. Est-ce que c'est bien ou pas de diffuser des images insoutenables sur les réseaux, dans les images, etc. Cette fois-ci, on a franchi un pas. Ça veut dire que on continue à avoir et à rester droit dans nos bottes en se disant qu'on respecte la dignité humaine, etc. Mais on a commencé à montrer des bombardements, la réalité. C'est-à-dire que la réalité aujourd'hui, c'est des villages, c'est des villes qui est détruite complètement. C'est des gens qui sont dans des situations atroces. On garde quand même le cap et de se dire qu'on va pas diffuser l'image de personnes décédées, des enfants qui sont décédés ou des gens qui sont blessés d'une manière atroce et autres. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, Life collecte des dons. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on s'adresse à la communication, quand on s'adresse à nos donateurs, c'est de les informer, de leur dire il y a une situation critique, il y a un massacre qui est en train de se commettre, venez nous aider pour qu'on puisse agir sur le terrain. Mais ce n'est pas de jouer sur la corde sensible, de montrer des corps déchiquetés ou autres. Par contre, moi, en tant que personne, je sais que, heureusement, qu'aujourd'hui, il y a des médias, il y a des journalistes au péril de leur vie qui sont présents sur Gaza, il y a des influenceurs, il y a des gens sur Gaza qui diffusent ces images-là. Et tant mieux qu'aujourd'hui, on a une réalité qui est montrée sur les réseaux, même si elle est insoutenable. Moi, tous les jours, je reçois toute la journée, au moment où je vous parle, des images atroces, insoutenables à regarder, qui te bouleversent. Et ces images-là, moi, je peux pas les montrer. Mais par contre, heureusement qu'il y a des gens qui les montrent sur les réseaux sociaux, parce que c'est une autre manière de montrer aussi ce qui se passe et la dure réalité qui est en train de se dérouler dans ce conflit. Ça va susciter l'émotion, et on est obligé de susciter une émotion vive pour que les gens passent à l'action, en fait, pour qu'ils puissent quelque part s'identifier à cette humanité qui pourrait être la leur. Ça pourrait être leur quotidien. Et si c'était leur quotidien, ils auraient aimé qu'on intervienne aussi de la même façon. Et malheureusement, ça peut passer des fois par la brutalité des images. Mais la brutalité, aujourd'hui, c'est une réalité 24 heures sur 24. D'ailleurs, après, il faut que ça soit une action, il faut qu'on leur propose derrière une action. Excusez-moi, mais il faut qu'on leur propose une action orientée. Parce que l'émotion, ça crée une réaction. On est d'accord. Et une réaction, c'est pas toujours bien, parce qu'une personne, si elle n'est pas forcément prête... on a tous un rôle d'éducation en dehors de ça. Moi, je vois des gens, en fait, qui ont beaucoup d'influence et qui diffusent des images, mais qui, au-delà, derrière l'image, vont s'exprimer. Vont parler, vont appeler au cessez-le-feu, à la paix, et vont essayer, en fait, d'avoir un rôle éducatif. C'est pas que l'image brute. D'ailleurs, la plupart des gens. Oui, d'ailleurs, je me suis donné comme ligne éditoriale sur mon Instagram depuis le début des hostilités de partager ce que l'on ne voit pas dans nos médias mainstream traditionnels en France, et également de faire parler des voix
qui font du bien. Par exemple, j'ai partagé beaucoup de personnes juives, notamment, qui œuvrent pour la paix, qui font des appels au cessez-le-feu. Donc, faut informer les gens, faut leur raconter l'histoire, la source du conflit, et bien évidemment, partager ce qui se passe, la réalité des choses, sans diviser ou vouloir bien sûr isoler les communautés. Au contraire, si on a besoin de paix, on a besoin de contact et on a besoin de communication entre nous pour trouver une meilleure issue à ce conflit en tout cas. Et je voulais juste rappeler un grand hommage à tous les journalistes qui sont sur place. Donc, gros big up à eux et gros big up aux médecins, chirurgiens qui sont sur place. D'ailleurs, la prochaine vidéo que nous allons visionner, voilà, au blog Ce qui se passe, la réalité du terrain. Ce médecin est contraint d'opérer avec des lampes torches de téléphone car l'hôpital ne génère plus d'électricité en raison du manque de carburant. Cette situation est la conséquence du blocus total mené par Israël dans la bande de Gaza. It's catastrophic, it's terrible and terrible. No words can describe it. For the last few days, we are sending a call for the human community that in the hospital we don't have fuel. Alors que les blessés continuent d'affluer à l'hôpital Nasser, situé dans le sud de Gaza, de nombreux services fonctionnent sans électricité et le manque cruel d'équipement ne permet plus d'assurer correctement les premiers soins des victimes des bombardements. Donc encore des images choquantes, malheureusement c'est la réalité du terrain, en tout cas de ce que les médecins vivent dans des conditions les plus rudimentaires. Je pense qu'on peut les applaudir en fait, parce que vraiment... Je vais essayer de pas pleurer pour cette émission parce que je suis très très affectée par ce qui se passe actuellement. Des réactions sur le plateau de ce petit clip. Yovan. Moi, j'ai même pas de... Vas-y, Saïd. Yovan, j'ai cru que je m'appelle Yovan tellement que je suis déstabilisé. Ouais, ça nous a tous déstabilisés en fait, cette petite séquence, parce que... Ça, c'est le quotidien. Voilà. C'est leur quotidien. C'est les images, c'est les messages et les témoignages qu'on reçoit chaque jour. En tout cas, chez Life, on nous demande, voilà, de ce dont ils ont besoin. C'est insoutenable. C'est pour ça qu'on appelle à un cessez-le-feu. On n'appelle pas un cessez-le-feu juste pour dire voilà, c'est un cessez-le-feu. On appelle un cessez-le-feu pour que ça puisse laisser cette lueur d'espoir de œuvrer pour la paix, en fait. Ce cessez-le-feu, il y a énormément d'espoir derrière ça. On le dit pas assez, mais quand on demande un cessez-le-feu, c'est qu'en fait, ces gens-là, ils puissent retrouver, en tout cas, un semblant de vie normale, même si ça sera plus jamais normal. Et qu'on puisse laisser la place à la paix. Là, il n'y a plus aucune dignité, donc c'est pour ça que Life, ils ont une éthique et une ligne de conduite. C'est pour ça que nous, en relais, on doit en fait les montrer pour rappeler aux gens qu'il s'agit de dignité humaine. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on opère quelqu'un en désinfectant avec du vinaigre... Donc là, on est dans l'urgence. On est dans l'horreur. Justement, là, le prochain micro-trottoir, il s'agit de ça, donc on va le regarder ensemble. Là, sur ça, honnêtement, vu ce qui se passe, je pense pas. C'est quand même très particulier, c'est qu'on les montre dans un contexte particulier. Je pense pas que ce soit spécialement une atteinte à leur dignité. En fait, ça dépend dans quel contexte. C'est vrai que les images chocs des hôpitaux, etc., moi je trouve que ça n'entrave pas leur dignité. C'est justement pour mettre en lumière leur situation et ce qui se passe réellement. Mais d'un autre côté, c'est vrai qu'il y a certaines images qui peuvent juste être détournées avec des descriptions particulières ou qui sont sorties du contexte. Et de fait, à partir de là, ça peut entraver à la dignité des personnes qui sont sur les vidéos. C'est pas à moi de le dire, c'est à eux, tu vois. Je pense que d'un côté, ils sont quand même contents, entre guillemets, vraiment entre mille guillemets, que du coup le monde soit au courant de ce qui se passe. Et effectivement, moi je pense qu'il faudra toujours respecter l'image de toutes et de tous, tu vois. Clairement. Maintenant, encore une fois, je te dis, sans ça, en fait, on ne saurait pas ce qui se passe là-bas et c'est chaud, tu vois. Pas forcément, parce que grâce à ces images-là, des associations ou des gens peuvent les aider. Ça peut atteindre la dignité, ça peut aussi atteindre l'opinion de personnes qui ne sont pas forcément très bien éduquées sur le sujet et qui se font des a priori et qui font aussi beaucoup d'amalgames sur certaines situations. Et ouais, pour moi, je trouve que c'est pas grandiose. Ce qui est déjà un peu fait sur les... Il y a pas mal d'images qui sont floutées, non? Souvent, je me dis que c'est moins pire, sachant qu'on sait jamais qui va regarder et dans quel état il va le regarder. Moi, je suis pas trop sur les réseaux, justement, parce que j'ai pas envie de trop tomber dessus, mais tu peux te balader sans trop savoir, et puis tu tombes sur une image alors que t'as pas demandé à voir cette image-là, quoi. Souvent, ça existe des trucs de consentement. Attention, cette image comporte, voulez-vous voir? Déjà, c'est pas mal, je sais pas. Oui, je pense qu'il faut quand même essayer de réguler tout ça et vérifier les sources, mais de fait, je trouve que c'est quand même important de partager ce genre d'images et de nous confronter à la réalité. Je pense que
c'est plutôt de la manière de dire les choses. Des fois, il y a des gens, ils prennent des positions un petit peu trop radicalement ou un peu trop radicales et ils disent un peu trop ce qu'ils pensent. Ils donnent trop vite leur avis, ils sont pas assez modérés. Totalement, c'est ce que font déjà aussi pas mal de réseaux sociaux comme Instagram et TikTok aussi, qui bannent les contenus qui sont beaucoup trop violents. Après, malheureusement, il y a aussi la question de liberté d'expression. C'est un très gros problème dans certains pays, dans certaines régions du monde, mais je pense que c'est un effort que font pas mal de grosses entreprises. Donc après, c'est vraiment à l'opinion de certains, à la pensée et la personnalité de tous. Alors, peut-on tout montrer ou doit-il y avoir des limites? Donc, quelles sont les limites éthiques de l'utilisation d'images choquantes, en particulier lorsque cela concerne la protection de la dignité des victimes et la préservation de leur vie privée? Y a-t-il des limites là dans cette situation en temps de guerre et dans l'urgence humanitaire dans laquelle nous nous trouvons actuellement? Nous, Life, on s'est fixé des limites. Ouais. Et depuis la création, je disais tout à l'heure, il y a un cran qui a été franchi où on diffuse quand même des images de bombardements, d'explosions d'immeubles, de missiles qui s'abattent sur la bande de Gaza. Par contre, on se refuse quand même à montrer des images chocs d'êtres humains qui sont blessés, qui sont déchiquetés, qui sont morts, etc. Ceci dit, c'est vrai que le message qu'on a des personnes sur le terrain, c'est montrer tout, en fait. Ouais. Soyez les témoins, en fait. Et là-dessus, c'est vrai que nous, on ne le diffuse pas, mais je trouve ça normal qu'aujourd'hui, que ça soit diffusé sur les réseaux, sur certains canaux, que ce soit les journalistes, que ce soit des personnes qui relaient, parce que ces personnes-là nous ont donné le consentement, nous ont dit relayez ce qui est en train de se passer. Moi, ce qui me touche profondément, c'est qu'à chaque fois qu'un journaliste prend la parole devant son téléphone portable, chaque matin, moi, j'ai ce même rituel, je me réveille, je regarde ce qui se passe, alors comment ils vont. Bonjour, c'est telle personne et je suis en vie aujourd'hui grâce à Dieu. Enfin, c'est la première chose qu'ils disent, c'est la reconnaissance qu'ils ont d'être en vie jour après jour, même s'ils sont dans des conditions déplorables. Donc, ouais. Et tu sais, Siam, ce matin, justement, la seule bonne nouvelle que j'ai reçue de là-bas, on avait le photographe qui avait disparu pendant 8 jours. Oui. Et ce matin, on a enfin eu des nouvelles comme quoi il est vivant. Dieu merci. Il y a des bonnes nouvelles qui nous réjouissent. C'est bizarre à dire, mais oui. Moi, ce que j'aimerais ajouter, c'est aussi qu'il y a des pendants de l'histoire qui nous ont appris que les victimes n'étaient pas crues. Notamment pendant la Seconde Guerre mondiale, quand ils sont rentrés. Même maintenant, dans les médias, on a des images, on a des vidéos, et il y a encore des gens qui remettent en question. Quelques personnes, pour ne pas les citer, qui disent non, ce sont des poupées, non, ce sont des faux chiffres, non, ce sont Ils trouvent toujours un argument pour contrer la réalité des choses, la réalité qui est visible. Tout à fait. Et ça, je trouve ça vraiment. Et c'est ce qui a manqué après la Seconde Guerre mondiale, parce que les gens, en fait, on leur a renié leur réalité atroce qu'ils avaient vécue. Et donc, il y a beaucoup de gens qui ont témoigné en disant c'est pour ça qu'on n'en parlait pas. Et qu'ils ont parlé plusieurs années après, en décrivant l'horreur de ce qu'ils avaient vécu. Et aujourd'hui, on a la possibilité de prouver, en fait, l'horreur de ce que les gens vivent. Mais même, j'ai l'impression que, malgré le fait qu'on ait toutes ces images, il y a encore des gens qui vont être là pour dire non. Ce n'est pas vrai, pour vous faire croire n'importe quoi. C'est ça qui me choque et qui me dérange le plus. Après, il y a un biais de confirmation, c'est-à-dire que toi, quand tu crois fermement en quelque chose, tu vas aussi réinterpréter l'information pour te donner raison. Non, c'est des poupées, ok. Et tu vas trouver des preuves, en fait. Ouais, Ils sont pas là. Mais après, là, ça devient de l'aliénation. Oui. Dans ce cas-là. C'est en subconscient, c'est ça. C'est la négation. C'est juste pas possible. Quand tu as la vérité sous les yeux, d'avoir l'arrogance et l'orgueil de dire non, ce sont des poupées, ce n'est pas vrai. Oui, non, mais attendez, on est à Gaza, on n'est pas à Hollywood. Tout à fait. Des fois, c'est de l'arrogance, mais parfois, c'est effectivement faire écrouler tout un système d'éducation et de croyance en une image. C'est très violent. Et on voit beaucoup de gens d'esprit d'accepter que oui, on est dans l'erreur, oui. C'est là qu'on a tous notre rôle d'éducation. Et même si on est à fleur de peau, c'est un devoir de parler avec l'autre. Il en fait ce qu'il en veut, il accepte ou pas, mais c'est un devoir. On est obligé pour être la voix de ceux qui peuvent pas parler aujourd'hui et pour être debout à leur place. Pourquoi ? Parce qu'en fait,
il y a des gens qui s'écroulent totalement, et on le voit notamment aux États-Unis, des gens qui viennent de prendre conscience en fait de la réalité du monde et qui sont en dépression, qui sont complètement écroulés. Qui au fil de ce qui se passe jour après jour s'informent, s'éduquent, et je trouve que voilà, il y avait très peu de gens qui étaient au courant de c'est pour ça que complètement là-bas. C'est pour ça que notre rôle, en tout cas en tant qu'humanitaire, moi aujourd'hui présent sur ce plateau, c'est tout à l'heure on parlait de prendre parti par prendre parti, c'est de se baser uniquement sur des faits. Aujourd'hui, toute l'argumentation sur laquelle on se base, sur le fait pourquoi on intervient ici, qu'est-ce qu'on fait, etc., on se base sur des faits. Et c'est les faits qui parlent. Et c'est les faits qui aujourd'hui peuvent amener cette information à nos donateurs, à la population, à la prise de conscience, pour pouvoir être aux côtés, en tout cas des civils qui aujourd'hui payent le prix fort. Et puis d'accepter que on n'a pas d'accepter l'humilité de dire ok, j'ai une info, c'est des faits, mais c'est peut-être pas la vérité, c'est une partie de la vérité, tu vois. Même pour nous, je veux dire, qui voilà, avons un parti pris, celui justement des gens qui se font massacrer, mais derrière en fait, faut aussi prendre du recul et de se dire que on a accès à une vérité, à l'instant T, c'est ça, mais de se dire, s'ouvrir aussi à d'autres... Mais il y a des choses qui sont factuelles. En vrai, comme on le voit, quand il y a des personnes qui sont blessées, qui sont là, en vrai, pareil, quand je relaye ça sur les réseaux sociaux, c'est pour montrer que ça existe. Et donc, c'est en cours, actuellement, ça se passe. Et après, derrière, comme on le disait, l'idée, c'est de prendre la parole et de dire, nous, ce qu'on attend, c'est un cessez-le-feu, c'est que le gouvernement fasse son action. Mais en tout cas, ça existe. On peut pas continuer à faire comme si tout ça n'existait pas. Et c'est Vous là, avez eu des critiques avec vos relais sur les réseaux sociaux? Moi, j'ai eu quelques messages, qui m'attaquaient pas frontalement, mais qui me disaient, par exemple, mais il se passe pareil en Israël, mais t'en parles pas, il y a eu la même chose. Des fois, en fait, moi, sur les prises de parole que j'ai fait, encore une fois, c'était extrêmement factuel. Après, oui, j'ai un parti pris, je pense qu'il se ressent nécessairement, mais derrière, moi, l'idée, c'est juste de montrer, voilà ce qui se passe et voilà ce qui n'est pas respecté. Donc, juste respecter les règles qui sont, qui ont été actées et laissez-les vivre, en quelque sorte. Et ouais, j'ai eu des retours parfois. Bon, après, moi, je prête pas forcément attention. Ouais, mais faut pas. Je sais pas si Saïd, toi, vous avez eu des retours, c'est intéressant aussi. Moi, j'en ai pas eu. J'ai eu de la bienveillance, moi. Aucune. J'ai eu beaucoup de bienveillance, 90% de bienveillance. Après, quelques insultes de personnes ignorantes, bien évidemment, parce que moi, depuis le début, je fais appel à la raison. Appel à la raison, quoi. L'humanité, un cessez-le-feu. Donc, les gens qui sont pas capables de le comprendre, je suis désolée pour ces personnes-là, mais je continuerai à partager l'information, en tout cas. Nous, les seuls commentaires qu'on a pu recevoir, en tout cas, soit négatifs, soit ça demandait peut-être à des précisions de notre part et d'expliquer. C'est les gens se demandaient comment on fait pour intervenir alors qu'il y a un blocus à Gaza. Voilà, donc là c'est important d'en parler également. Donc comment on peut faire maintenant, là, dans les jours qui vont arriver, les semaines qui vont arriver, des gens qui veulent se donner de leur personne bénévolement. Donc, ce que tu disais, c'est avec Médecins sans frontières, il y avait pour le moment que les médecins chirurgiens qui étaient potentiellement capables d'aller sur place sur le terrain. En tout cas, aujourd'hui, le seul moyen de pouvoir entrer sur Gaza, et on commence à voir un petit peu en coulisses ce qui est en train de se mettre en place, c'est les chirurgiens qui sont français, qui ont des niveaux d'études, je pense, doctorants et théseux, qui eux vont pouvoir peut-être entrer sur la bande de Gaza pour intervenir. Et là, il faudra se rapprocher, je pense, des autorités, que ce soit des ONG internationales comme Médecins du Monde ou MSF ou le Quai d'Orsay, pour pouvoir voir quelles sont les choses qui vont se mettre en place. Après, de l'autre côté, nous, bien entendu, à partir du moment où on pourra se rendre là-bas sur place, eh bien, en tout cas, on prendra la décision d'y aller et de pouvoir aller et d'entrer dès que ce sera possible sur la bande de Gaza. Mais aujourd'hui, on est contraint, en tout cas, de s'appuyer sur les personnes avec qui on travaille depuis plusieurs années, qui sont elles présentes sur la bande de Gaza. Donc voilà, l'émission touche à sa fin. Je vous remercie tous d'avoir participé, d'avoir donné vos précieux avis au sujet de cette situation qui est catastrophique. Donc bien sûr, vous avez la capacité et la possibilité de faire un don via notre collecte de fonds qui se trouve dans la barre d'information. N'hésitez pas à la partager, à vous abonner à la chaîne YouTube de Life ONG et également à mettre un commentaire de soutien. Ça fait toujours plaisir. Donc ce débat montre que la sensibilisation du public aux réalités des conflits, tout en préservant la dignité des victimes, est un équilibre complexe.
Il est essentiel de poursuivre la réflexion de ces questions et d'encourager des pratiques éthiques. Nous remercions nos invités d'avoir participé et vous pouvez retrouver la charte éthique et les principes d'action de l'ONG Life sur le site web au sein du projet associatif. Je vous fais un petit rappel élémentaire de l'ONG. Donc, depuis 10 ans, Life agit activement en Palestine et notamment dans la bande de Gaza. Donc voilà, nous dédions cette émission à nos membres décédés sur Gaza et nous apportons nos condoléances les plus sincères et nos prières à leurs familles. Donc, je vous remercie, les amis. Est-ce que quelqu'un a un mot pour la fin? Non, c'est... Moi, j'en ai un. Il est très simple. Cessez le feu. Voilà, merci et à très bientôt sur Live Talk. Nous, organisations humanitaires actives sur le terrain, voyons la situation se dégrader de jour en jour en Palestine. Le nombre de victimes de ce conflit, principalement civiles, ne cesse d'augmenter. Depuis l'attaque du Hamas du 7 octobre qui a fait plus de 1400 morts israéliens, ce sont plus de 10 000 Palestiniens et Palestiniennes, dont plus de 4 000 enfants, qui ont péri sous la riposte israélienne. Nous condamnons fermement toute attaque contre des populations civiles où qu'elles soient, dont celle sur l'hôpital Al-Ali arabe, le convoi d'ambulances ciblé le 5 novembre et les frappes très proches des hôpitaux de Gaza City qui ont provoqué de nouvelles victimes civiles et mis à mal le travail crucial du personnel soignant et de secours pour sauver des vies. À Gaza, l'ordre d'évacuation du nord de l'enclave intimé par le gouvernement israélien et le bombardement de populations civiles et de camps de réfugiés palestiniens ont entraîné le déplacement interne forcé de 1,5 million de personnes, ce qui constitue à nos yeux une atteinte grave au droit international humanitaire. Il est impératif que dans ce conflit, comme dans les autres en cours, les populations civiles soient protégées et le droit international humanitaire pleinement respecté.